Bonjour et bienvenue pour ce bilan lecture du mois de mars. Je vais vous présenter 9 livres, 4 romans contemporains et romans historiques, 3 romans classiques, un roman de mythologie grecque et un roman fantastique. Vous pouvez retrouver en barre d'infos, si vous cliquez juste en dessous de la vidéo sur plus, des liens pour aller directement sur le type de roman que vous préférez, si vous ne voulez pas regarder la vidéo en entier. Voilà, c'est parti. Et je vais commencer avec un roman d'actualité. Il s'agit de Valse russe de Nicolas de Lesalle. C'est un roman comme une valse qui est en 3 temps, même s'il n'est pas en 3 parties. Tout est emmêlé. Et on va suivre d'une part l'auteur lui-même qui se retrouve dans le Donbass puisqu'il est reporter de guerre et journaliste. Le 22 février 2022, le jour où la Russie a envahi l'Ukraine. Son photographe est malade, ils vont prendre le train pour fuir le début de la guerre, mais l'auteur reviendra 2 mois plus tard pour mieux faire son travail, mais surtout partir à la rencontre des gens, recueillir des témoignages, et ils seront nombreux et souvent très bouleversants. D'autre part, on revient sur la jeunesse de l'auteur, qui est d'origine russe. Sa mère est professeure de russe, ils vivent en France, il a grandi en France d'ailleurs, Nicolas de Lesalle. Et il a eu l'occasion d'aller régulièrement en Russie et en Ukraine à la fin des années 80 avec sa mère. À l'époque, c'était l'URSS, c'était en pleine période de guerre froide. Et il en garde un souvenir particulièrement fort parce que pour lui, être russe, c'est une fierté. Il en porte d'ailleurs les marques sur le visage, il a vraiment le type russe. Et c'est aussi quelque chose de compliqué pour lui au niveau identitaire parce que il est à la fois fier et à la fois, les Russes sont l'ennemi. Et aussi, on suit d'une autre part Sacha, un vieil Ukrainien qui vit non loin de la frontière russe, qui aime pêcher, qui a une expérience de combattant. Il a combattu pour l'URSS à l'époque. Il a été aussi d'une grande aide pour Tchernobyl lorsque la centrale nucléaire a explosé. Et il va vouloir rejoindre les forces combattantes ukrainiennes dès 2022, sauf qu'on va lui dire de rentrer chez lui. Et il va finalement s'occuper d'un prisonnier de guerre, un mercenaire, même si c'était un mercenaire malgré lui, ce qu'on apprendra dans le roman, Vania, dont il va s'occuper chez lui et avec qui il va créer un lien assez fort. L'écriture est magnifique, limpide. J'ai été à la fois touchée par la beauté de ce roman comme par l'aspect horrible qui nous est décrit. J'ai été émue, parfois j'ai ri, j'ai beaucoup appris et j'ai eu l'impression de mieux comprendre ce qui se passe actuellement, ce qui se passe là-bas, même si j'imagine qu'il faut y être pour réellement ressentir ce qui se passe, mais à travers tous ces témoignages et à travers ce livre que j'ai trouvé vraiment excellent, c'était vraiment l'occasion, avec poésie, d'aborder ce sujet d'actualité. Un autre roman que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle. Alors Marie Charelle est française, ce roman est sorti très récemment et est fictif, mais elle nous embarque au Canada, près de Vancouver, dans la nature profonde, avec ces forêts infinies, vraiment l'aspect sauvage du Canada de l'Ouest. Si l'histoire se passe au Canada, il est pourtant question du Japon, puisque l'histoire débute avec une japonaise en 1923 qui a été promis un mariage à un japonais canadien. Alors à l'époque, ça se faisait sous forme d'échange de photos, il y avait pas mal de mariages qui se faisaient comme ça. Et donc c'est ce qui arrive à cette femme, elle a reçu une photo, elle-même en a envoyé une, et elle va retrouver, après un long voyage en bateau, son époux.
dont malheureusement elle sera un peu déçue. Et de cette union va naître Anna. Anna qui est très très intelligente, qui va grandir dans un camp de bûcherons, donc avec son père et sa mère. Sa mère est vraiment très déçue de se retrouver dans des circonstances de vie, enfin dans un lieu de vie comme ça. Mais en réalité, Anna, elle, adore cet aspect de la nature, adore son père qui lui raconte beaucoup d'histoires aussi, qui est très rêveur. Puis après, ils iront vivre vers Vancouver. En parallèle, on suit Jack, un creek walker. Il recense le nombre de saumons dans les rivières. Il vit seul, il aime la solitude dans la nature et il aime la poésie aussi. Il a été adopté par une Amérindienne, mais qu'on voit peu parce qu'elle pleure la mort de son fils qui est décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'autrice, à travers les chapitres, nous fait traverser les époques et nous fait passer aussi d'un personnage à l'autre, Anna, Jack, et finalement à un moment, Jack et Anna se retrouveront puisque Jack découvrira la jeune fille blessée terriblement par un ours dans la forêt. Et il s'occupera d'elle, il prendra soin d'elle dans sa maison isolée dans la forêt. Et petit à petit, ils s'apprivoiseront l'un et l'autre, et ce sera d'ailleurs très touchant. Divers thèmes sont abordés. Donc déjà la nature, avec poésie, avec une écriture qui est d'ailleurs extrêmement belle et extrêmement douce et juste. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Mais d'autres thèmes sont abordés comme le racisme envers les Japonais, tout ce qu'ils ont subi, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme aux États-Unis, le Canada était en guerre contre les Japonais. Or, les Japonais canadiens, qui pourtant étaient innocents et n'avaient rien à voir avec ça, ont subi énormément de discrimination, ont été dans des camps d'internement, des circonstances, des conditions de vie vraiment déplorables. C'est assez terrible d'ailleurs de voir à quel point ces Japonais canadiens inoffensifs sont dociles et tout ce qu'ils vont subir. Et puis l'histoire est ponctuée de contes, d'histoires japonaises mais aussi amérindiennes. L'autrice nous fait voyager à travers les époques et l'histoire du Canada, mais aussi à travers d'autres cultures, donc la japonaise, amérindienne encore une fois, et toujours avec une grande, grande beauté, et ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Je vais maintenant vous parler d'un roman historique qui est sorti tout récemment, qui s'appelle C'était notre terre de Kathleen Grissom. Et c'est un roman historique qui se base sur vraiment des faits réels. En réalité, ça se base même sur l'histoire d'une femme, une femme qui a réellement existé, qui est Crow Mary, une Amérindienne qui vivait donc qui est née et qui a grandi avec la tribu des Crows dans le Montana. Et Crow Mary est née au début, elle s'appelait Vala Première, mais elle va épouser un blanc, Abe Farwell. Je le dis à l'anglaise, Abe Farwell. Ils devront du coup quitter la tribu, quitter le Montana pour aller au Canada. En fait, Abe Farwell est commerçant de fourrure et ils vont donc rejoindre un camp qui s'appelle Cypress Hills. Et là-bas, en fait, ils vont... Alors, ils disent dans le bouquin qu'ils vont aller dans un fort. En réalité, c'est plus un petit village. Et Abe Farwell et Crow Mary vont ouvrir et s'occuper un magasin de fournitures avec des affaires pour se nourrir, pour se couvrir, faire des échanges avec les Amérindiens, avec les Blancs. L'histoire se passe entre les années 70 et 90 du 19e siècle.
À Cypress Hills va se dérouler des événements absolument horribles envers des Amérindiens. Vraiment quelque chose donc, qui a eu réellement lieu. Et Crow Mary va se montrer extrêmement brave et très 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 courageuse. C'est aussi pour ça qu'elle marque l'histoire. Et l'histoire ne s'arrête absolument pas là, parce que il va être question de rétablir justice, ce qui ne va pas être forcément très évident. Souvent, les romans sur les Amérindiens se concentrent plutôt sur les Sioux, les Lakota, surtout d'ailleurs. Là, cette fois, donc, on s'intéresse aux Crows, et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant parce que moi, je connaissais peu cette tribu qui était vraiment ennemie avec les Lakota, hein. C'était deux grandes tribus ennemies. Et divers thèmes, encore une fois, sont abordés, notamment, et là je pense que c'est important de le préciser parce que c'est un thème dans l'histoire important, mais aussi juste même actuellement dans la vie des Amérindiens, c'est l'alcool, qui touche les Amérindiens de manière terrible, mais aussi les Blancs, comme on le verra dans le roman. Ce livre est extrêmement bien documenté, parce que d'ailleurs l'autrice a travaillé avec des historiens, Crow, et avec l'arrière-petite-fille de Crow Mary elle-même. C'est d'ailleurs son arrière-petite-fille qui présente le livre dans la préface. Donc c'est assez touchant. Et sinon, j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit. On est plongé vraiment dans l'histoire de la culture amérindienne. Je trouve que c'est un très bon moyen pour introduire d'ailleurs à ceux qui connaîtraient peut-être peu cette culture, à apprendre, à découvrir ces mœurs, même si bien sûr les Amérindiens, selon chaque tribu, chaque endroit des États-Unis, du Canada, les Amérindiens avaient tous des mœurs bien différents. Mais voilà, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant et très agréable à lire, et puis un témoignage poignant, hein, sur quelqu'un qui, encore une fois, a réellement existé. Donc je vous le conseille. Et maintenant, je vais vous parler d'un roman sorti aussi tout récemment, qui s'appelle La vie nouvelle de Tom Crew. C'est un roman fictif, historique. L'histoire se déroule à la toute fin du 19e siècle. Et il est question, justement, la fin du 19e siècle, la vie nouvelle. Il est question de progrès, de tout ce qui se passait à l'époque dans les évolutions, quelles qu'elles soient. La vie nouvelle, c'est avant tout une société, la société de la vie nouvelle. Une société où des personnes érudites se retrouvaient pour parler de projets pour l'avenir, c'est-à-dire profiter de ce progrès pour aller encore plus loin, vers plus d'égalité, plus de liberté. Ils discutaient de communisme, ils discutaient de sexualité, d'ailleurs, qui va être un thème très important dans ce roman. Et c'est donc via ce groupe que un des deux personnages centraux du roman va être présenté, c'est Henry. Henry, qui lui est scientifique et qui, comme beaucoup d'autres personnes de la société, écrit, réalise des essais, etc. Et il épouse une femme, une féministe de la vie nouvelle aussi, de la même société, Edith. Le second personnage central du roman, c'est John, qui est intellectuel, lui aussi érudit, et qui est marié, qui a 3 enfants, mais arrivé à la cinquantaine, décide qu'il en a assez de refouler son homosexualité. Et il va rencontrer un homme avec qui il va avoir une histoire passionnelle, une histoire d'amour extrêmement profonde et développée. Et il a un projet fou, en tout cas fou pour l'époque, c'est qu'il veut écrire, il veut publier un livre qui parlerait de ce que c'est que d'être inverti, puisque à l'époque c'était le terme qu'on utilisait,
pour démontrer un ouvrage de recherche, pour démontrer à la société que l'homosexualité est quelque chose de tout à fait normal et qu'elle devrait être acceptée de manière tout à fait normale par la société. Il va correspondre par lettre avec Henri, justement, qui va réussir à convaincre, puisque Henri, de toute façon, comme beaucoup de personnages, de personnes, du coup, de la société de la vie nouvelle, sont convaincus que l'homosexualité est quelque chose de totalement normal. Ils vont correspondre par lettre et ils vont ensemble travailler sur ce livre qui va, après maints et maints échanges et maints, bon, je ne veux pas trop en dire non plus, de rebondissements, mais le livre va être publié. Malheureusement, c'est juste après le procès de Oscar Wilde, l'écrivain irlandais qui était homosexuel et qui, à l'époque, en Grande-Bretagne, la loi punissait vraiment très sévèrement l'homosexualité. Et lui-même, Oscar Wilde, a été condamné de manière extrêmement dure, une sorte de bagne, il me semble que c'est des travaux forcés. Et malheureusement, voilà, la parution de leur livre se passe juste au moment où a eu lieu ce procès, et donc ça va poser quelques soucis. Alors il y a pas mal de contenu sexuel explicite. En même temps, c'est un roman qui vient juste de sortir. L'auteur contemporain peut se permettre de mettre du contenu sexuel explicite dans son livre. Il n'y a pas de problème, alors que c'est sûr qu'à l'époque, il y avait bien sûr beaucoup plus de restrictions pour parler de ce genre de choses, évidemment en Grande-Bretagne. En tout cas, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup plu, très intéressant par ses réflexions originales, mais aussi intéressant, touchant par son approche des personnages et des relations humaines. Donc une très très bonne lecture. Maintenant un classique, Le Puits de solitude de Marguerite Radcliffe Hall. Alors ce livre, ce roman fait écho au précédent, La vie nouvelle, mais cette fois, donc on a le même thème, même lieu, l'Angleterre, mais cette fois écrit par quelqu'un vraiment de concerné et de l'époque. Et le livre a été publié en 1923. Alors dans ce roman, on y suit Stephen dès sa naissance dans la demeure riche de Morton en Angleterre. Stephen est né d'un couple pareil de personnes très riches, Lady Anna et Sir Philip. Stephen, en fait, ils attendaient un garçon, c'est ce qu'ils souhaitaient, et finalement ils ont eu une fille, mais ils ont décidé de conserver le prénom garçon masculin qu'ils avaient choisi au début. Stephen, dès l'enfance, est très différente des autres filles. Déjà physiquement, elle ressemble vraiment beaucoup à son père. Elle est très masculine, et puis elle aime pas la poupée, elle aime les activités de ce qu'on appelle des activités de garçons, ce qu'on peut remettre en question encore aujourd'hui. Et bref, en tout cas, elle grandit dans la richesse, dans l'opulence, mais se sent quand même différente des autres. Et son père, qui est extrêmement bienveillant, qui est extrêmement touchant, va vite comprendre sa fille, va vite éprouver une profonde sympathie, peut-être même pitié envers sa fille, parce qu'il la comprend et il sait que ça va être difficile pour elle, alors que d'un autre côté, la mère, elle, a tendance plutôt à avoir honte de sa fille et à la rejeter. Plus Stephen grandit, plus elle se consacre à la chasse, à l'escrime, à prendre soin de son corps pour qu'il soit musclé. Son père va aussi quand même lui donner une éducation pour qu'elle puisse avoir des compétences plus érudites, puisqu'elle va quand même décider de devenir plus tard autrice, écrivaine. Son père est particulièrement attachant. J'ai vraiment éprouvé beaucoup d'attrait, d'intérêt
et de sorte d'amour pour le père de Steven qui est vraiment très touchant. Steven porte tout le temps, à partir de son adolescence jusqu'à la fin du livre, des vêtements masculins. Ça, voilà, elle s'assume complètement. Et elle va vivre des histoires des histoires d'amour, parce que voilà, Steven est lesbienne. Alors pareil, à l'époque, on disait pas ça, on disait plutôt inverti. Et c'est le mot qui est utilisé tout le long du roman, hein, inverti. Steven est inverti et elle va connaître, donc comme je disais, l'amour, mais des amours toujours profonds, riches, intenses, sensibles. Et pour Steven, ça va être source de grandes difficultés. Elle pense pendant longtemps être la seule à être comme ça et elle a beaucoup de mal à faire face à sa particularité et face aux émotions très intenses qui s'emparent d'elle. L'écriture est très belle et très réaliste. Il y a une saveur particulière dans la manière dont sont retranscrits les sentiments, les émotions, les réflexions aussi. Ça sonne juste, ça sonne réel, ça sonne beau, ça sonne quelque chose de très puissant. Il est question d'identité, mais aussi d'amour profond, de tristesse, de solitude. Et c'est très très fort. Le roman a été jugé obscène à l'époque en Grande-Bretagne et tous les exemplaires ont été détruits. Par contre, aux États-Unis, il a rencontré vraiment un succès retentissant et plus tard après aussi dans le monde, ce qui en fait vraiment de ce livre, Le Puits de Solitude, un classique. Moi, j'ai eu du mal à la fin du livre, j'avais envie que ça continue, j'ai vraiment eu du mal avec le fait que ça se termine, donc je peux dire sans problème que c'est un vrai coup de cœur. Autre classique, La Dame aux camélias de Alexandre Dumas fils. Ce roman fut un véritable best-seller au XIXe siècle en France et vraiment il a connu un succès retentissant, ce qui a fait d'Alexandre Dumas fils un écrivain aussi célèbre que son père. Il a été adapté aussi en pièce de théâtre par Alexandre Dumas fils encore, et ça a inspiré à Verdi son célèbre opéra La Traviata. En fait, la Dame aux camélias, c'est une personne qui a réellement existé, enfin en tout cas, la Dame aux camélias est inspirée par cette femme, Marie Duplessis, avec qui l'auteur a eu une liaison. Et donc l'histoire, vous connaissez peut-être, c'est vrai que c'est un classique quand même assez célèbre. C'est l'histoire on commence le roman avec le narrateur qui se retrouve dans la maison d'une femme qui vient juste de décéder, Marguerite Gauthier, et on vend ses affaires parce qu'elle avait beaucoup de dettes. Et il tombe sur un livre, Manon Lescaut, et il va l'acheter et le ramener chez lui. Dans ce livre, à l'intérieur, se trouve un petit mot signé par un certain Armand, destiné à la défunte. Or, quelque temps plus tard, ce fameux certain Armand frappe à la porte de chez le narrateur et il est détruit, il est ravagé de tristesse. Et il demande au narrateur s'il ne peut pas récupérer ce livre parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour lui. Le narrateur va s'attacher, va avoir de la pitié, va ressentir aussi de l'amitié pour Armand et va donc lui demander de raconter son histoire. Son histoire, c'est celle, évidemment, c'est une histoire d'amour entre lui, Armand et Marguerite. Sauf que Marguerite avait, puisqu'elle est décédée, une condition un peu spéciale. C'était une femme entretenue. Autrement dit, une courtisane, en gros, une prostituée pour les personnes très riches. Donc leur histoire d'amour débute de manière un petit peu
particulière dans le récit que va en faire Armand au narrateur, puisqu'il explique que cette condition que Marguerite impose à Armand complexifie beaucoup les choses, éveille la jalousie. Bon, situation compliquée. J'ai trouvé que Marguerite était assez antipathique au début, j'avais du mal. Et puis finalement, elle change petit à petit. Et finalement, leur histoire d'amour est plutôt belle et touchante. En fait, la fin m'a particulièrement émue. Et je pense que c'est un roman qui peut pas laisser insensible. En tout cas, la fin pour moi est vraiment trop émouvante pour qu'on soit complètement insensible. Même si, voilà, l'originalité de cette histoire d'amour, c'est vrai que c'est quand même la situation particulière de Marguerite. En tout cas, je vous le conseille. Ça a été une bonne lecture, émouvante. Après La Dame aux Camélias, j'ai eu envie de lire Manon Lescaut de l'abbé Prévost, puisque ce livre tient une place considérable dans le roman de Dumas. J'avais entendu parler de l'abbé Prévost, je le connaissais juste de nom, mais je ne connaissais pas réellement cet auteur. Et c'est une personne, c'est quelqu'un de particulièrement original. Je ne connaissais pas sa vie, mais voilà, quelqu'un de très audacieux. Il a été prêtre, il a été soldat, il a été déserteur, il a été soldat à nouveau, il a été amant, il a été écrivain, journaliste et donc abbé. Manon Lescaut, on comprend en fait que Dumas s'est beaucoup inspiré de ce roman du XVIIIe siècle pour écrire La Dame aux Camélias, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, hein, des choses communes. Les histoires de maîtresse, d'amour fou, de prostitution. Et puis même l'histoire débute un peu de la même manière, c'est-à-dire que le personnage, ici c'est le chevalier de Grieux, va se confier sur son histoire à quelqu'un qui est le narrateur. Donc vraiment beaucoup de similitudes. Sauf que moi, Manon Lescaut, ça m'a pas particulièrement touchée malheureusement. Je pense que l'abbé Prévost s'est inspiré de sa propre vie. En préface, il dit qu'il a voulu surtout écrire un roman divertissant. Moi, j'ai trouvé que les comportements des personnages étaient particulièrement sots et ça m'a un peu agacée. Donc du coup, je resterai plutôt sur l'impression que m'a fait La Dame aux Camélias. De plus en plus, j'apprécie les réécritures modernes de mythes, de mythologie grecque notamment. Et dans cette envie, j'ai lu Clytemnestre de Costanza Casati, où on suit cette fois des humains et pas de dieux ni de déesses qui sont évoqués, mais ils ne sont pas présents dans le récit. Et donc le récit tourne autour de ce personnage central, Clytemnestre. Alors Clytemnestre, elle est Sparte, elle est née, elle a grandi à Sparte. Elle est sœur avec Hélène, la belle Hélène. Et aussi, elle a comme frère Castor et Pollux. Elle est amie aussi avec sa cousine Pénélope. Donc on retrouve comme ça plein de noms qu'on connaît. Et elle est très aimée, respectée par son père, le roi Pindare, parce que elle est très intelligente et elle combat avec beaucoup de bravoure. Elle est très sportive et efficace, parce qu'il faut savoir qu'à Sparte, donc Sparte est réputée pour avoir une armée, avoir des soldats, des hommes très forts pour tout ce qui est guerre, combat, lutte, etc. Mais en fait, les femmes aussi étaient élevées, on les préparait à la guerre, à la lutte, à la bataille. Clytemnestre va épouser un roi et elle va fonder assez jeune une famille. Elle va être très amoureuse, très heureuse, sauf que ça va déplaire au roi de Mycène, Agamemnon. Agamemnon qui va tout lui prendre et va la forcer à l'épouser. Alors quand on parle d'Agamemnon, d'Hélène, on parle évidemment de la guerre de Troie. Là, la guerre de Troie est évoquée, on en reçoit des échos, mais comme on suit Clytemnestre,
on n'a pas de passage réellement du roman où ça se passe à Troie. Par contre, voilà, on suit Clytemnestre donc avant à Sparte, après à Mycène, et on continue de suivre et de découvrir à quel point Clytemnestre a de la ressource et est particulièrement doué pour gérer les choses, mais aussi préparer sa vengeance. Parce que Agamemnon, c'est juste la personne la plus cruelle qu'elle ait pu rencontrer et la plus cruelle qu'on puisse rencontrer dans les mythes et légendes grecques. L'autrice prend son temps, sans jamais pour autant que ce soit pénible, mais c'est vrai que c'est assez jouissif quand on arrive à la fin et à la vengeance ultime, où il y a vraiment cette sensation de enfin, même si tout le long du récit, j'ai quand même été captivée et j'ai trouvé que c'était une lecture très, très agréable, très prenante. Et je termine avec un roman fantastique, un roman d'Erin Morgenstern qui s'appelle Le Cirque des rêves. C'est une histoire qui se passe à la toute fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle, bien ancrée dans la réalité, mais où existent des magiciens, des magiciennes, même s'ils sont très très peu nombreux. Et justement, il y a deux magiciens, deux très bons magiciens, qui vont chacun prendre un élève. Alors il y en a un qui aura Célia, l'autre qui aura Marco. Ils les prennent très 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 jeunes. D'ailleurs Célia est en fait la fille du magicien qui va la prendre comme élève. Et le but en fait entre ces deux personnes, ces deux magiciens, c'est qu'il y ait un duel, une compétition finale qui départagera ensuite qui est le meilleur. Si c'est Célia, si c'est Marco, si c'est l'un des magiciens le meilleur enseignant et donc le meilleur magicien ou l'autre. Ils ont choisi un lieu, une façon de faire pour la compétition assez particulière et assez grandiose, puisqu'ils projettent de créer un cirque où tout serait magnifique, avec des illusions incroyables, mais qui seraient évidemment pas tant que ça des illusions. Et ce cirque serait donc le lieu, le décor pour la compétition qui arrivera dans un futur plus ou moins lointain. Et ce cirque, c'est le cirque des rêves. L'autrice prend plaisir pendant tout le roman à nous faire partager toutes les merveilles de ce cirque, à quel point c'est incroyable, sublime. On sent en fait qu'elle prend beaucoup de plaisir à partager une sorte de fantasme magique avec nous. C'est ça, je pense, qu'elle essaie de nous faire vivre avant tout. Mais il y a aussi Marco, Célia et plein d'autres personnages, une intrigue bien ficelée et qui fait aussi toute la richesse du coup du roman. L'écriture n'est pas du tout négligée. On est porté par une atmosphère douce, bienveillante, magique, fabuleuse avec ce cirque, mais qui cache aussi un revers plus cruel, plus imprévisible, plus complexe. Bon, j'ai peut-être pas lu ce roman au meilleur moment parce que je m'attendais pas forcément à ce genre d'histoire. Et malheureusement, du coup, j'ai un peu regretté. Je me suis dit que j'aurais plus profité de ce roman peut-être à un autre moment. Donc voilà, j'ai un avis partagé, mais en même temps, je crois qu'il faut pas trop m'écouter parce que je pense que c'est quand même un roman de qualité et que pour ceux qui aiment le fantastique et un peu le côté féerique, magique, ça peut être vraiment une agréable lecture. Voilà pour les livres que j'ai lus au mois de mars. Il y a eu de belles lectures, voire même de très très belles lectures. N'hésitez pas à donner votre avis, à parler aussi de vos propres lectures en commentaire, c'est toujours très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner également. Et puis je vous dis à bientôt!